On va continuer d'en parler. Avec l'un des entrepreneurs les plus cool de la French Tech, un spécialiste d'intelligence artificielle et de technologie invisible. Je vous demande d'accueillir Rand Indy. En vrai. Salut. Alors, je vais parler en français, j'ai un petit peu moins l'habitude, donc il ne faudra pas m'en vouloir si je ne suis pas très clair tout le temps. Petite question avant qu'on commence. Qui a déjà senti son téléphone vibrer dans sa poche? La sortie, en fait, il n'y avait rien. Ouais? Bon. Ouais, à peu près 9 personnes sur 10. C'est ce qu'on appelle en fait des vibrations fantômes. C'est littéralement quand on imagine son téléphone vibrer, alors qu'en fait, pas du tout. Est-ce que vous connaissez un autre mot pour dire ça? Une hallucination. Alors, ça fait rire tout le monde, mais moi, en fait, ça me fait peur. Ça me fait peur de me dire qu'on est devenu tellement conditionné par la technologie, par nos smartphones, par nos ordinateurs, par tous ces objets autour de nous, qu'on commence à imaginer des choses qui n'existent pas. Essayez de vous projeter un petit peu dans le futur, avec les 100 milliards d'objets connectés dont on nous parle. Qu'est-ce qui va se passer quand votre machine à café, quand votre frigo, quand chaque lumière sera connectée? Est-ce qu'on va nous-mêmes devenir des robots, finalement? Et la raison pour laquelle ça se passe, c'est que depuis 50 ans, à chaque fois qu'un humain a voulu utiliser une machine, que ce soit une machine à café ou une application mobile, il a fallu qu'on apprenne comment fonctionne cet objet, cette machine. Et donc le plus on a voulu utiliser de technologie, le plus ça devenait compliqué d'utiliser de la technologie, à tel point que notre cerveau finit par faire des raccourcis comme imaginer ces vibrations fantômes. Donc très clairement, il faut totalement réinventer la manière dont les humains et les machines interagissent. Et c'est là où il y a une véritable opportunité pour l'intelligence artificielle, et en particulier pour ce qu'on appelle les interfaces en langage naturel, la voix, les chatbots. Parce que si on est capable de parler aux machines autour de nous, eh ben on n'a plus jamais besoin d'apprendre comment nous en servir. On peut directement leur demander ce qu'on veut. Ici, personne n'a eu besoin d'un mode d'emploi pour me comprendre. On est en train de parler avec une interface commune et universelle qu'on appelle le langage. Et c'est quelque chose qui se démocratise très vite. Depuis quelques années, depuis l'introduction du Amazon Echo d'Alexa, il y a une explosion fulgurante du nombre d'objets auxquels on peut parler. À tel point qu'on s'imagine, on anticipe que d'ici quelques années, il y aura entre 2 et 3 milliards d'objets avec lesquels on pourra parler. Ça va plus vite que le smartphone. La croissance des objets avec des assistants vocaux intégrés est plus rapide que les smartphones l'ont été quand ils étaient introduits. Cet objet-là, qui en a entendu parler? Voilà. Ça s'appelle le Amazon Echo. C'est un petit peu comme le Google Home, c'est de chez Amazon. En gros, globalement, c'est un haut-parleur, un microphone et un assistant vocal à l'intérieur auquel on peut interagir. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a plus de 50 millions de personnes qui parlent à cette machine. Un Américain sur 6 parle à un objet de chez Amazon. C'est incroyable. Il n'y a aucun produit de grande consommation qui a eu ce genre d'attractivité aussi rapidement. Il n'existait pas il y a 3 ans. Et on commence à voir ça arriver un petit peu partout. Vous allez voir que cette année, les assistants vocaux seront dans vos haut-parleurs musicaux pour contrôler la musique, dans la télé. Je veux dire, au final, c'est quand même pas pratique d'utiliser un guide télé. Si vous voulez regarder un match de foot ou un débat, et que vous devez chercher dans le guide, taper avec la télécommande, les lettres, les trucs, franchement, honnêtement, ça met un quart d'heure, on laisse tomber. Alors que si je peux parler à ma télé directement, mets-moi le match, c'est bon. J'ai sauté toutes ces étapes. Pareil dans les voitures, ça fait depuis les années 80, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'émission K2000, tout le monde veut parler à sa bagnole, sauf que ça n'a jamais marché, maintenant ça marche. Imaginez-vous en hiver, quand il fait froid, vous avez de la buée sur le pare-brise. Est-ce que vous savez vraiment comment enlever la buée sur le pare-brise? C'est quel bouton parmi les 380 000 fonctionnalités de la voiture? Moi, j'en sais rien. Donc qu'est-ce que je fais? Je baisse la fenêtre, j'ai froid. Là, je vais pouvoir parler à ma voiture et directement lui dire « Non, mais enlève la buée, et puis voilà. » Donc ça paraît anodin, et finalement, les interfaces vocales, ce n'est pas un objet que ça va révolutionner, c'est toutes ces petites interactions au quotidien que ça va finir par faire disparaître. Il y a quand même néanmoins un gros problème.
c'est qu'à force de mettre des microphones partout autour de nous, dans notre maison, dans nos voitures, dans nos bureaux, potentiellement les gens peuvent nous écouter, quoi. Et puis alors moi je me demande, le gouvernement américain aujourd'hui, qui clairement n'est pas très pro-privacy, quoi, on va dire, Amazon qui a 50 millions d'Américains avec un microphone à proximité. Quand on voit ce qui s'est passé avec Facebook, essayez d'imaginer les abus potentiels quand ce ne sont pas juste vos likes et vos photos auxquelles on a accès, mais aussi l'intégralité de vos conversations dans votre vie privée. De ce que vous dites, de ce que vos amis racontent, de ce que vos enfants font, de ce qui se passe dans votre maison. Même Google avait eu un bug dans son Google Home qui fait que vous étiez enregistré en permanence. Bon, exprès ou pas exprès, le débat est ouvert, mais le fait est, c'est qu'on a découvert que le Google Home, un type de Google Home, vous écoutez en permanence. Donc si Google n'est pas capable de faire un objet qui n'a pas de bug, quelle est la probabilité qu'aucune des 400 autres entreprises qui sont en train de mettre des microphones dans leurs objets n'ait pas un bug? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez 50 objets connectés chez vous avec un microphone, il suffit qu'il y en ait un seul qui soit défaillant pour que vous soyez surveillé. Donc les questions de vie privée sont absolument centrales dans les questions d'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que dans notre société, depuis le premier jour, on s'est dit que finalement d'analyser la voix de quelqu'un dans le cloud, c'était une idée complètement débile. Parce qu'à partir du moment où vous prenez votre voix et que vous l'envoyez sur Internet, plus personne ne peut vous garantir votre vie privée. Plus personne ne peut vous garantir la sécurité. Parce que finalement, si quelqu'un va aller voler vos données, peut-être que vous ne le saurez jamais. Plus personne ne peut vous garantir que vous ne serez pas surveillé par les gouvernements. Ils le feront, vous n'en aurez aucune idée. Ils peuvent déclencher le microphone à distance, vous ne le saurez pas. Vous ne pouvez pas avoir confiance non plus dans les entreprises qui vous disent faire ça, parce que vous n'aurez aucun moyen de vérifier que ce qu'elles vous racontent est vrai. Et puis aussi, à partir du moment où c'est connecté à Internet, quand Internet ne marche pas, l'objet ne marche plus. Et c'est quand même bien dommage. Et on l'a vu récemment, à chaque fois qu'Amazon a eu une panne, tous les objets connectés de la maison ne marchaient plus. Il y a même des gens qui ne pouvaient plus rentrer chez eux parce que leur serrure connectée ne répondait plus. C'est quand même ballot, quoi. Donc ce que nous on a fait, c'est tout simplement ne jamais accéder à la data. Donc on a développé un assistant vocal qui tourne 100% en embarqué dans l'objet avec lequel vous êtes en train de parler. C'est-à-dire que quand vous parlez à votre télé, c'est votre télé qui analyse votre voix sans que jamais aucune donnée soit envoyée sur Internet. Donc en faisant ça, non seulement personne ne peut vous écouter, mais en plus, si jamais vous avez peur d'être surveillé, vous pouvez vérifier qu'il n'y a rien qui sort de l'objet avec lequel vous êtes en train de parler. Vous pouvez toujours le débrancher si vous en avez marre, et vous pouvez aussi tout simplement ne pas avoir besoin de faire confiance à l'entreprise qui vous fournit l'objet sur la manière dont ils vont conserver vos données. Donc ce type de choses-là, très souvent on va me dire mais oui, mais il faut la puissance du cloud, parce que le cloud, c'est là où on peut faire l'intelligence artificielle. Et bien ça c'est faux. En fait, aujourd'hui on a une technologie qui est 1000 fois plus efficiente en termes de ressources, c'est-à-dire en termes de puissance de calcul, en termes d'énergie, que les autres solutions qu'il y a sur le marché. Ce qui veut dire que sur l'équivalent d'un Raspberry Pi qui est un ordinateur à quelques dollars, on parlait des makers tout à l'heure, vous pouvez faire tourner l'équivalent d'un Amazon Echo ou d'un Google Home sans jamais que personne ne puisse accéder à votre voix. Bon alors, ok, il n'y a personne d'autre qui sait faire ça, mais c'est faisable. Ce qui est d'ailleurs ensuite une vraie question, qui sait ce que c'est que le GDPR? Ok, bon. En gros, c'est la loi 78 de la CNIL, Informatique et Liberté, mais plus, et qui est sur tous les pays européens. Et en gros, ce que ça dit, c'est qu'il faut suivre les principes du privacy by design. Laissez-moi vous poser une question. Quand vous avez un objet chez vous qui peut écouter tout le monde, et qu'il faut que chaque personne, soi-disant, qui puisse être enregistrée, donne son consentement, est-ce que ça veut dire que quand je fais un dîner, je dois dire à chacun de mes potes « Attends, il faut que tu ailles dire OK à Google Home d'abord » Il y a clairement un problème, quoi. Donc je pense qu'il va y avoir énormément de changements dans la mentalité et la manière dont on va approcher ces questions de vie privée dans les assistants vocaux, non seulement parce que éthiquement c'est la bonne chose à faire, mais parce que légalement on sera obligé de trouver des nouvelles solutions. Et l'avantage d'avoir zéro data, c'est qu'on est garanti compliant maintenant et dans 10 ans. On a lancé une version gratuite de notre plateforme pour les makers et les développeurs, donc n'importe qui voudrait fabriquer son propre assistant vocal peut le faire gratuitement sur notre plateforme. On a lancé ça l'été dernier, on a aujourd'hui plus de 11 000 développeurs sur la plateforme, ce qui fait de nous la communauté de développeurs la plus active derrière celle de Amazon et de Google. Donc il y a Amazon et Google d'un côté, zéro privacy, faites ce que vous voulez avec eux,
Et il y a nous de l'autre côté, on vous donne 100% d'autonomie. Notre technologie d'ailleurs est maintenant open source, donc vous pouvez aller vérifier par vous-même ce qui tourne à l'intérieur de ces objets. On a créé une interface qui est extrêmement simple, où n'importe qui peut aller sur notre site, créer son propre petit assistant et le partager avec n'importe qui. Mais on s'est dit aussi, quand même, si quelqu'un va fabriquer une application vocale, c'est un peu comme une application mobile, on a envie de savoir comment les gens s'en servent, on a envie d'avoir un peu de feedback, on a envie de comprendre est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, on a besoin de faire ce qu'on appelle des analytics. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des analytics si jamais on ne veut rien savoir sur les individus? Parce que c'est quand même tout le principe, c'est qu'on est censé rien savoir sur ce que les gens sont en train de demander. Eh bien, c'est là où on peut utiliser un autre type de technologie qui est basée sur des techniques de cryptographie extrêmement compliquées et sur la blockchain. Je vais vous expliquer très vaguement comment ça marche. Un utilisateur parle à sa machine à café. Je veux un double expresso. La machine à café va chiffrer ce message que la personne a demandé, cette requête que la personne a faite. Donc un petit peu comme quand vous avez un message sur une application de messagerie chiffrée, donc on va brouiller le signal, donc on ne va pas être capable de savoir ce que la personne a dit. Mais en revanche, la manière dont on a chiffré cette donnée-là permet quand même d'effectuer des opérations mathématiques dessus. Et on va pouvoir les agréger avec tout un tas de différentes personnes. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc, cette donnée chiffrée sur l'individu, on va la combiner avec les données chiffrées de tous les autres utilisateurs, et on va être capable de déchiffrer les statistiques sur l'ensemble des utilisateurs sans jamais rien savoir sur chaque individu. Alors je sais que ça paraît un petit peu comme de la magie noire, mais c'est des mathématiques en fait assez simples. Et pourquoi est-ce qu'on met ça sur la blockchain? Parce que finalement, il y a bien quelqu'un qui doit faire ce calcul, donc tant qu'à faire, autant payer tout le monde dans l'équation. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on a des technologies qui permettent de savoir exactement comment un groupe d'utilisateurs utilise votre produit, sans jamais que vous n'ayez aucune information sur un utilisateur en particulier. Donc encore une fois, quand quelqu'un vous dit « il faut savoir la vie d'un individu pour connaître comment il se servirait d'un produit », c'est faux. Et ça, c'est open source, vous pouvez l'utiliser, c'est sur notre site, donc n'importe qui en a besoin, faites-vous plaisir. Hop là. Il y a un autre problème, cela dit. On va souvent nous dire « non, mais pour de l'intelligence artificielle, il faut quoi ?» À votre avis, il faut quoi? La data. Comment est-ce qu'on va faire chez Snips, finalement, pour être capable d'améliorer nos algorithmes et de faire apprendre des choses à ces assistants intelligents si on n'a aucune donnée sur comment les gens s'en servent? Eh bien, on a inventé une autre technique qui, littéralement, s'apparenterait à ce qu'on appellerait la fake data. Plutôt que de baser sur la vraie donnée utilisateur, on va utiliser une combinaison d'intelligence artificielle et d'opérateurs humains un petit peu à travers le monde pour simuler l'usage de certains produits. Donc imaginons que vous voulez faire une machine à café et vous n'avez aucune data, et vous ne voulez aucune data sur les utilisateurs de votre machine à café, et on va pouvoir simuler des dizaines de milliers de personnes qui parlent à une machine à café, utiliser cette information pour entraîner les algorithmes, et du coup avoir une machine à café qui fonctionne bien. C'est d'ailleurs tellement puissant comme technologie qu'on a regardé l'impact de performance que ça permettait d'avoir. Ce que vous avez sur la gauche en gris, c'est l'impact si vous n'utilisez pas cette technique en fait de fake data. Et ce que vous avez en bleu, c'est avec de la fake data. Quel que soit l'assistant que vous voulez utiliser, que ce soit le nôtre ou quelqu'un d'autre, d'être capable d'avoir cette donnée supplémentaire qu'on a gérée de manière artificielle permet de largement améliorer les performances. Donc encore une fois, quand quelqu'un vous dit qu'il faut de la donnée sur les utilisateurs pour améliorer la qualité des modèles, ce qui est un petit peu l'excuse que vous donnerez les GAFA, c'est n'importe quoi. Vous verrez que c'est très souvent n'importe quoi ce qu'ils racontent. Je vais skipper ça, c'est pas important. Voilà. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Je vous parle de tout ça en fait pour une raison simple. C'est que ça fait des années qu'on est en train de nous expliquer qu'il faut faire un choix entre intelligence artificielle et vie privée. Mais en fait, aujourd'hui, on a les technologies qui permettent de faire les deux. Et donc, je veux juste que vous vous posiez une question. Si les technologies pour garantir votre vie privée existent sans aucun impact sur la qualité du service qu'on vous offre à côté, quelle est la raison pour laquelle une entreprise ne le ferait pas? Il n'y en a que deux. Soit elle ne sait pas le faire, auquel cas il ne faut peut-être pas lui faire confiance avec vos données sensibles et mettre un microphone chez vous, ou c'est qu'il faut autre chose avec votre donnée que vous ne savez pas. Merci.